Ceci est un livre audio autogénéré par Google. I2FSO, CIRFASE. De l'Institut d'études de la famille et de la sexualité IEFS, au Centre interdisciplinaire de recherche sur les familles et les sexualités, CIRFASE. Dès l'origine, l'intention directrice de l'Institut, fondé en 1961, fut de promouvoir l'enseignement et la recherche dans le domaine de la famille, du couple et de la sexualité, en développant une perspective pluridisciplinaire. L'anthropologie culturelle et philosophique, la psychologie et la psychanalyse, la sociologie, l'histoire, le droit et la morale contribuèrent plus particulièrement au développement de cette concertation entre disciplines. Les objectifs de l'Institut se déployaient en deux volets, celui de l'enseignement et celui de la promotion de rencontres scientifiques. Les structures ont changé, mais les orientations directrices perdurent. En matière d'enseignement, l'École de sexologie et des sciences de la famille, ESFA, a succédé à l'Institut. Elle organise un master en sciences de la famille et de la sexualité, et participe à plusieurs formations complémentaires. Pour la recherche, l'Institut a cédé aujourd'hui le relais au Centre interdisciplinaire de recherche sur les familles et les sexualités, CIRFASE. Et c'est dans ce cadre que s'inscrivent ces colloques interdisciplinaires annuels sur des thèmes d'actualité relatifs à la famille, au couple et à la sexualité. Depuis 1976, l'Institut publie les cahiers des sciences familiales et sexologiques, devenus depuis la collection Famille, couple, sexualité, qui reprennent les actes des colloques et des articles se rapportant aux thèmes étudiés. Cette collection accueillera aussi à l'avenir des ouvrages issus de travaux de recherche menés au sein du CIRFASE. Dernier volume paru dans la collection Famille, couple, sexualité. Sous la direction de Jacques Marquet et Paul Servet. Anciennement, collection des cahiers d'études de la famille et de la sexualité, sous la direction de Robert Steichen. Numéro 37 Regard sur la famille, le couple et la sexualité. Un demi-siècle de mutation. Numéro 36 L'illusion au cœur du lien. De l'objet transitionnel à la construction du couple. Numéro 35 Corps soignant, corps soigné. Les soins infirmiers, de la formation à la profession. Numéro 34 Lien social et Internet dans l'espace privé. Numéro 33 Mots virtuels. Conjugalité et Internet. Numéro 32 Différences sexuelles et vie sexuelle d'aujourd'hui. Numéro 31 Violence et agressivité au sein du couple, volume 2. Numéro 30 Violence et agressivité au sein du couple, volume 1. Numéro 29 La place de la parole de l'enfant. Numéro 28 Sexualité, normes et thérapie. Numéro 27 Fonction paternelle et choix du patronyme. Numéro 26 Normes et conduite sexuelle. Numéro 25 Handicap. Accueil, solidarité et accompagnement en famille. Distance et lien, une relation complexe et dialectique. Laura Merla, Aurore François, Christophe Janssen. Cet ouvrage est le fruit d'une collaboration entre les membres du Centre interdisciplinaire de recherche sur les familles et les sexualités, CIRFASE, Université catholique de Louvain, qui se sont lancés le défi suivant, porter des regards croisés sur la question de la distance et des liens dans les relations familiales, parentales, conjugales et ou sexuelles. Plutôt que de créer un ouvrage collectif qui verrait se succéder des chapitres disciplinaires, rédigés tantôt par un psychologue, tantôt par un historien tantôt par un sociologue ou un anthropologue, nous avons choisi de composer des chapitres qui croisent chacun les regards d'au moins deux disciplines. L'objectif était double. Donner un sens concret au mot interdisciplinaire qui figure dans l'intitulé même de notre centre de recherche, en travaillant ensemble sur une même thématique, et explorer les apports qu'un dialogue interdisciplinaire peut fournir à l'étude de la construction, du maintien et de la déliquescence des liens qui se tissent au croisement entre proximité et distance affective, géographique, symbolique, identitaire. Les collaborations ont pris une coloration variable en fonction de chaque projet, allant d'une écriture à 4 mains, qui fait la part belle aux deux disciplines représentées, à une écriture principalement ancrée dans une discipline, mais qui bénéficie de l'éclairage et des commentaires d'une autre discipline.
Précisons également que les auteurs se sont livrés ici à une relecture de matériaux collectés dans le cadre de recherches passées, le dialogue interdisciplinaire leur ouvrant de nouvelles perspectives sur leurs thématiques de prédilection. Géographiques et ou affectives, recherchées, subies ou contraintes, mais aussi identitaires, symboliques, fantasmées, la distance et son pendant, la proximité est multiforme. Les chapitres qui composent cet ouvrage laissent entrevoir la complexité des interrelations entre les multiples formes de distance, et notre livre représente une première tentative d'en dénouer les fils. Nous espérons que ce travail en inspirera d'autres, car la thématique, pourtant fort porteuse, a jusqu'à présent été peu étudiée de manière systématique. Dans le cadre de cette introduction, nous entamerons ce processus en esquissant une réflexion autour des interrelations entre distance affective et géographique. Les différentes contributions de cet ouvrage font apparaître clairement qu'il serait illusoire de croire que distance géographique et distance affective se juxtaposent ou se corrèlent parfaitement. Les membres de familles dispersées entre plusieurs pays, et que l'on nomme également familles transnationales, peuvent nourrir des liens affectifs forts ou au contraire voir leurs relations fragilisées, voir chapitres 2 et 3. Certaines situations de proximité géographique, telles les relations que des enfants adultes entretiennent avec leurs parents vieillissants vivant à proximité, peuvent se caractériser par un souci de rétablir une bonne distance, chapitre 1. Partant de l'hypothèse qu'il existe une relation complexe et dialectique entre distance géographique et affective, ainsi qu'entre les différentes dimensions qui les composent, nous allons, dans un premier temps, identifier les différentes dimensions qui composent ces distances, puis, dans un second temps, repérer les éléments de contexte qui influencent leurs relations. Nous clôturerons cette introduction en présentant brièvement les 6 chapitres de cet ouvrage. La distance-proximité géographique s'articule au moins autour de 3 dimensions: objective, subjective et réappropriée. La dimension objective renvoie à la distance-proximité métrique, techniquement mesurable entre 2 entités et exprimée en unités de longueur. La seconde dimension renvoie immédiatement au fait que l'expérience humaine de cette distance objective revêt d'emblée un caractère relatif et subjectif, celle-ci étant modulée par d'autres paramètres Thor 2009, comme la morphologie des espaces, la disponibilité des infrastructures ou l'accessibilité financière pour les individus concernés. Ceci renvoie à ce que d'aucuns appellent la distance fonctionnelle, exprimée en termes d'efforts exercés, c'est-à-dire en termes de temps, de monnaie dépensée, d'énergie, de fatigue, de stress, etc. Muller 1982 cité par Uriot, Perrer, 1990 page 5. La dimension objective va de pair avec une dimension subjective, ou ressentie, qui mobilise non seulement l'attention bien connue des géographes, entre distance cognitive et distance réelle ou géométrique, Bailly 1985, mais également l'idée selon laquelle la distance n'est jamais un objet autonome, mais partie intégrante des représentations sociales, page 266. Bien au-delà de la relation géométrique, espace, durée, pratique spatiale se combinent dans l'expérience humaine pour transformer le support terrestre en lieu, la distance en voyage vécu, Bailly 1990. La construction subjective de la distance implique, outre les paramètres renvoyant aux efforts exercés, une dimension symbolique ainsi qu'un rapport particulier au temps. Une distance géographique peut ainsi être ressentie comme plus ou moins grande selon qu'elle rejoigne des environnements culturels plus ou moins éloignés et ou se situant dans des fuseaux horaires plus ou moins proches. Voir notamment Baldassar 2007. De même, d'un point de vue psychologique, la distance réelle devient vite relative lorsqu'elle se colore d'investissement affectif, laissant alors toute sa place à la distance ressentie. Telle mère ne supporte pas l'idée que son jeune fils quitte le domicile familial pour aller vivre dans un appartement à quelques pâtés de maison. Tel homme s'effondre à l'idée que son ex-compagne parte en vacances avec son nouveau compagnon dans la vaste région où lui-même a loué une maison, par crainte de les croiser. Le trop loin de l'une et le trop proche de l'autre s'inversent au regard de la distance réelle. Enfin, la dimension de réappropriation de la distance physique fait référence à ce que les acteurs font de cette distance. La conçoivent-ils comme faisant obstacle à la relation, ou au contraire comme la facilitant ? Qui s'intéresse à la question du couple sait à quel point cette question est éminemment subjective et relative. Si, pour un couple, l'éloignement géographique ne fait que renvoyer à l'aphorisme loin des yeux, loin du cœur, pour un autre, une certaine distanciation spatiale,
par un dispositif de living apart together par exemple, est envisagée comme condition nécessaire au maintien du lien amoureux. La distance affective semble difficilement objectivable. Elle s'articule au ressenti et à la réappropriation et se veut donc résolument subjective ou tout au plus intersubjective. La particularité de la notion de distance ou de proximité est qu'elle implique d'emblée, en ce compris dans sa reprise subjective, la prise en considération de la présence d'un autre. En ce sens, la question de la distance est toujours intersubjective même si, parfois, nous nous intéressons à la façon dont un être singulier l'appréhende. Toujours est-il qu'une certaine prise de distance physique entre deux ou plusieurs individus implique, par les mouvements de ressenti et de réappropriation que nous venons d'évoquer, une renégociation de la relation affective entre ces mêmes individus. En d'autres termes, il est impossible de déterminer de façon générale si une distanciation fragilise un lien ou au contraire le renforce. Mais par contre, la distance géographique est un élément de réalité qui participe à la façon dont se déploient les liens affectifs entre les individus. Si cet élément constitutif de la relation se modifie, le lien est voué à se transformer, ce qui parfois ne se fait pas sans crise du système relationnel. En outre, les notions très contemporaines de distance et proximité virtuelle, Bauman 2004, ne font qu'insister encore sur toute la complexité de la question de la distance dans ses rapports aux liens sociaux et affectifs aujourd'hui. Les diverses contributions à cet ouvrage mettent en lumière au moins 4 éléments de contexte qui influent sur la relation entre distance affective et géographique, et sur l'articulation entre distance objective, subjective ou ressentie et appropriée. Les contextes institutionnels, culturels normatifs, technologiques et relationnels. Le contexte institutionnel renvoie à la façon dont les institutions, telles que l'État, l'entreprise, l'Église, etc., régulent ou à tout le moins influencent sur les relations familiales. Plus largement, c'est la question du cadre politico-légal, dans lequel s'inscrivent les pratiques familiales, conjugales et sexuelles, que nous envisagerons à travers plusieurs contributions. Le chapitre d'Asunción Fresnosa Flo, Jacinthe Mazzochetti et Yan Fei Wu, chapitre 2, témoigne ainsi de l'impact du cadre institutionnel sur l'expérience de confiage d'enfants aux familles et notamment, de la manière dont les législations en matière d'immigration, conjuguées aux facteurs socio-économiques, sont susceptibles d'altérer les relations parents-enfants, mais aussi les possibilités et les chances de scolarisation de ces derniers. Dans d'autres circonstances, la redéfinition de la distance et des liens entre les membres d'une même famille est pleinement décidée par l'État qui assume alors son rôle séparateur, à l'instar des jeunes délinquants retirés de leur famille suite, notamment, à une évaluation défavorable de cette dernière par les acteurs de la protection de l'enfance et de la jeunesse, chapitre 5. Dans un autre ordre d'idées, c'est la mise en tension de l'engagement familial avec celui que réclament certains environnements professionnels qui entraînent, pour les acteurs qui s'y trouvent impliqués, de grandes difficultés de conciliation, à l'image du cas exemplaire des couples et ou parents chercheurs dont le texte d'Alexandre Baguette, Maria Del Rio Caral, Bernard Fuselier et Christine Godesart, chapitre 4, explore le vécu, organisation et les ajustements que réclament leur implication dans ces deux institutions, dites gourmandes, que sont la famille et l'université. Le contexte culturel normatif fournit des lignes de conduite, des modèles de comportement qui informent les pratiques individuelles et familiales, ainsi que les philosophies qui sous-tendent les modalités de régulation institutionnelle des relations familiales, conjugales et sexuelles. Ce contexte renvoie notamment à la définition culturelle de la bonne distance, qui devrait être de mise entre les acteurs, en fonction de leur âge, leur genre, leur appartenance sociale, et leur positionnement dans le groupe familial. Inscrite dans la durée, l'étude du contexte normatif rend plus visible encore leur relativité, comme en témoigne l'intervention étatique autour des jeunes délinquants et de leurs familles, chapitre 5. L'évolution des modèles normatifs autour des bons modèles éducatifs y apparaît évidente, de même qu'un effritement, à tout le moins dans les discours, de la valeur curative prêtée à l'éloignement de la cellule familiale. Dans un contexte migratoire, la distance géographique pose la question de la transmission des modèles culturels, qui peut apparaître comme un gage du maintien des liens et solidarité pour les familles de migrants espagnols qui sont mises en scène dans le chapitre 3, non sans provoquer des tensions chez les individus qui se situent au croisement entre des modèles normatifs,
société d'origine, société d'accueil, qui donnent un sens différent à la notion de proximité familiale. Enfin, le chapitre consacré aux couples lesbiens ayant recours aux techniques de procréation médicalement assistée, chapitre 6, montre l'ampleur du travail de mise à distance, rapprochement affectif, identitaire et social auquel se livrent ces femmes qui s'engagent dans un projet de parentalité alors même qu'elles se situent, par leurs préférences sexuelles, en marge des modèles familiaux dominants. Le contexte technologique renvoie aux aspects techniques en ce qu'ils sont susceptibles de faciliter les déplacements dans l'espace, mais aussi aux technologies de la communication qui chamboulent notre rapport à l'espace-temps et permettent, lorsqu'elles sont accessibles, de créer une proximité virtuelle qui se rapproche à de maints égards de l'expérience de coprésence physique en faisant appel au sens de la vue, de l'ouïe et bientôt de l'odorat. Les technologies de l'information et de la communication rendent possible l'ubiquité, définie comme la possibilité pour un agent ou un groupe d'agents, d'être à la fois simultanément présent ici et ailleurs et donc de développer un registre d'action qui déborde la localisation ou la mobilité. Thor, 2009. Non seulement elles permettent aux dynamiques familiales de se déployer sur un espace transnational, mais elles en modifient les ressorts, comme en témoigne le chapitre de Corentin Besure, Yannick Destex, Camille Druan, François Rinchberg, Laura Merla et Jean Demol sur les familles transnationales espagnoles, chapitre 3, lorsqu'il met en évidence la manière dont les technologies de l'information et de la communication remettent en question la centralité de certains acteurs relais et participent à la redéfinition des canaux de communication au sein de la famille. Le contexte technologique renvoie également, comme le montre le chapitre 6, Émilie Mauget, Jacques Marquet et Christophe Janssen, à l'intervention des sciences et techniques dans le processus de reproduction, qui pose avec force la question de la création et de l'entretien de liens affectifs dans un contexte où l'acte technique vient accompagner les processus de filiation et où l'équipe médicale occupe une position ambivalente, soulignant l'impossibilité procréatrice du couple homosexuel tout en légitimant son désir d'enfant, et oscillant entre une position de tiers à l'égard du couple parental en devenir, et une position de proximité à l'égard de la future mère en traitement qui pousse sa compagne à remettre de la distance entre ces différents acteurs. Enfin, le contexte relationnel renvoie à la fois au contexte psychologique individuel et au système relationnel proche, c'est-à-dire aux dynamiques conjugales, familiales et au-delà, aux autrui significatifs qui nous entourent. Sur le plan psychologique, une distance affective peut trouver d'autres voies que la distanciation géographique. Nous verrons par exemple, comment un secret ou encore une certaine expression de l'agressivité plus ou moins détournée peut tenir l'autre à bonne distance, chapitre 1. La bonne distance est déjà une question en elle-même puisqu'elle sera variable d'un système relationnel à un autre, mais ces différences seront aussi interindividuelles au sein d'un même système, générant des frustrations et des tensions plus ou moins vives entre ses membres. Les enseignements que nous avons tirés de cette collaboration interdisciplinaire sont nombreux. Parmi ceux-ci, nous retiendrons du côté des sciences sociales l'éclairage que nos collègues psychologues nous ont apporté quant à l'idée que la distance est nécessaire au lien. La sociologie de la famille, en particulier lorsqu'elle s'ancre dans un contexte occidental, tend à considérer la proximité géographique comme une condition sine qua non au maintien des liens familiaux, une idée qui ressort particulièrement des recherches sur le care et les solidarités intergénérationnelles, Leira Saraceno 2006. L'imaginaire occidental dominant associe la famille à un ménage nucléaire, lui-même étroitement associé aux notions de proximité et d'intimité, Baldassar Merla 2014. Ce que la psychologie nous montre, au travers de travaux fondateurs comme ceux de Winnicott 2005-1971, relayés par Blanche Leider et Christophe Janssen dans leur chapitre sur la distance au cœur du lien, chapitre 1, c'est au contraire que la séparation est une condition sine qua non à la création de l'altérité et par là du lien à autrui. Pour le psychologue, en particulier le psychologue clinicien, l'apport des sciences sociales est multiple. D'une part, il permet de resituer un individu dans un contexte social et culturel qui le façonne au moins autant qu'il est créé par lui. Cela permet au psychologue d'éviter une surinterprétation des phénomènes observés dont l'explication serait à trouver exclusivement du côté des dynamiques individuelles et intrapsychiques. Comment comprendre un couple reçu en consultation qui nous explique l'importance presque vitale que chacun ait sa pièce à soi, dans la maison familiale sans avoir une petite idée des enjeux sociaux des couples d'aujourd'hui,
comme celui par exemple pointé par de Singly 2000, Vivre libre ensemble. Par ailleurs, le sociologue, l'anthropologue et l'historien nous rappellent que notre propre regard de psychologue est tributaire de la société et de l'époque dans lesquelles nous prenons place, tributaire d'une société et d'une époque qui nous attribuent une place. En d'autres termes, la rencontre interdisciplinaire avec les sciences sociales et l'histoire questionne inévitablement l'épistémologie même au cœur de la démarche du psychologue, qu'il soit chercheur et ou clinicien. Présentation des chapitres. Cet ouvrage s'ouvre sur le chapitre de Blanche Leider, sociologue, et Christoph Janssen, psychologue, intitulé « La distance au cœur du lien ». À partir d'une recherche sociologique à propos des dynamiques familiales et du soutien des personnes à leurs proches vieillissants, Leider, 2014, les auteurs s'intéressent à la façon dont certains individus maintiennent par différents moyens une certaine distance par rapport à un parent. Cette distance n'est pas jugée comme une entrave au lien, mais bien au contraire comme condition de possibilité de celui-ci. Janssen, 2013a. Les 2 chapitres suivants abordent la question du maintien des liens dans un contexte migratoire. Le chapitre d'Assunción Fresnosa Flo, sociologue, Jacinthe Mazzochetti, anthropologue et Yan-Fei Wu, psychologue, l'expérience de la distance chez les enfants confiés à la famille élargie, s'appuie sur 2 études de cas d'enfants confiés ou LEFT-B1, pour l'une dans le contexte d'une migration interne à la Chine et pour l'autre, d'une migration des Philippines vers la France, pour interroger les circulations d'enfants au sein de la parenté au regard de l'accroissement des déplacements de population en contexte économique globalisé. Les auteurs y discutent de l'expérience différenciée, en fonction des facteurs macrostructuraux et des représentations de la famille et de la parentalité, de la distance chez les enfants confiés à la famille élargie. La distance est entendue ici au sens géographique, mais aussi émotionnel, à l'attention des parents migrants et de ceux qui, en leur absence, occupent les fonctions parentales relatives aux soins quotidiens. Le chapitre 3, Coprésence physique, coprésence virtuelle et liens familiaux en situation migratoire, est coécrit par une équipe de sociologues, Corentin Besure, Yannick Destex, Camille Druan, François Rinchberg, Laura Merla, et bénéficie de l'éclairage d'un psychologue, Jean Demol. Les auteurs y rendent compte des pratiques mises en œuvre au sein de familles transnationales, qui comptent des membres vivant en Belgique et en Espagne, mais qui maintiennent à des degrés divers un sentiment d'appartenance commune. Les auteurs examinent ici la façon dont les liens familiaux et affectifs sont maintenus au travers du temps et des générations, via la combinaison d'épisodes de coprésence tantôt physiques, tantôt virtuels, pour lier ensuite la question du maintien de liens familiaux à distance à la transmission culturelle intergénérationnelle et par-delà, à la construction de modèles familiaux transnationaux. Ce chapitre souligne le travail constant de reconstruction du rapport à la famille d'origine, et du sens qui est donné à ce rapport dans le cadre des interactions entre générations vivant en Belgique, et entre ces générations et celles qui vivent en Espagne. Le chapitre 4, intitulé « Conjugalité, parentalité et carrière scientifique à l'épreuve de la mobilité chez les couples de chercheurs ES », se penche sur la façon dont des couples de jeunes chercheurs universitaires vivent et organisent leur engagement professionnel et leur engagement familial au croisement de 2 institutions gourmandes, la famille et l'université, qui demandent toutes 2 à leurs membres une implication importante et volontaire et qui passent pour la seconde par une exigence de mobilité internationale. Prenant appui sur une enquête qualitative réalisée auprès d'un échantillon de couples de chercheurs en Belgique francophone, 11 couples, les auteurs reconstituent 3 logiques conjugales en rapport avec la mobilité internationale. La co-construction de la carrière et du couple dans la mobilité, la gestion des tensions dans l'asymétrie des positions et la divergence des priorités de vie, la consolidation du lien familial avant toute chose. La sociologie, Alexandre Baguette, Bernard Fuselier et Christine Baudésard, et la psychologie critique et qualitative, Maria Del Rio Caral, convergent ici d'un point de vue méthodologique en donnant la parole aux chercheurs ES interrogés ES et en mettant au centre de l'analyse leur expérience et le sens qu'ils donnent à leur situation et projet de vie. Dans le chapitre 5 consacré à l'évaluation des familles par les acteurs de la protection de l'enfance en Belgique, fin 19e début 21e siècle, Pratique et discours experts, les 3 auteurs Aurore François, Noémie Willemen, historienne, et Jacinthe Mazzochetti, anthropologue,
présente les résultats d'une démarche de recherche résolument anthropo-historique envisageant sur la longue durée les discours experts sur l'étiologie de la délinquance juvénile et les pratiques associées. Dès la formalisation du problème de la délinquance juvénile, la figure du jeune délinquant s'est systématiquement vue questionnée en tant que produit d'un environnement familial qu'il s'agissait d'évaluer, et éventuellement de traiter, selon des modalités qui, tout en connaissant d'importantes mutations au cours de la période étudiée, ont toujours questionné le lien familial et l'opportunité d'une mise à distance du mineur. Aux multiples évolutions de la définition de la famille dite dysfonctionnante correspond ainsi une succession d'adaptations du projet d'intervention de la justice auprès des familles de mineurs délinquants, projet au cœur duquel le lien familial et le potentiel rééducatif de la mise à distance sont systématiquement évalués et renégociés, qu'il s'agisse du recours à l'enfermement, mise à distance protectrice du mineur vis-à-vis des influences néfastes de sa famille, ou d'une intervention centrée sur l'enfant dans sa famille, désormais incluse en tant que terrain d'action privilégié. 3 moments clés de l'histoire des juridictions pour enfants sont ainsi analysés à l'aune du discours expertal étiologique. Le premier est celui de la première grande réalisation du modèle dit protectionnel avec la création, en 1912, du tribunal des enfants. Le deuxième correspond à la remise en question de ce premier modèle, au lendemain de la Deuxième Guerre, qui aboutira à la réforme de 1965 et notamment, à la mise en place de l'assistance éducative. Le troisième moment est celui de la création en 2006 du stage parental, incarnation d'une certaine idéologie de la responsabilisation. Dans les couples lesbiens et les techniques d'aide à la procréation, 6e et dernier chapitre de cet ouvrage, on retrouve 2 récits relatant le parcours d'un couple lesbien ayant eu recours, à la fin des années 1980, à des techniques de procréation médicalement assistées pour concrétiser un projet familial. Ces récits servent de terreau, d'une part, à une analyse sociologique constructiviste menée par Jacques Marquet, qui se focalise sur le travail de mise en cohérence du monde de ces femmes homosexuelles, qui connaissent un mode d'affiliation sociale spécifique dès lors qu'elles n'adhèrent pas à la norme hétérosexuelle dominante, mais ne se placent pas non plus dans une position de revendication d'une contre-culture, aidée Autre part, à une analyse psychologique, menée par Émilie Mauger et Christophe Janssen, qui se nourrit des apports de la métapsychologie et qui met en évidence le fait que le parcours de ce couple vient questionner la possibilité d'une conception, a priori hors sexualité, induite par le recours à la programmation médicalement assistée (PMA). Il s'agit ici d'examiner de plus près le vécu différencié de ces femmes, face à l'entremise du médical dans la conception de l'enfant. Ensemble, ces 2 regards mettent en évidence des figures comme la marginalité ou la stigmatisation sociale, le rejet familial, le repli dans le secret ou la solitude, le tiers offrant une possibilité de triangulation, qui renvoie à la distance et interpelle un lien que l'on qualifiera tantôt de social, de familial, de conjugal ou encore d'attachement. Chapitre 1. La distance au cœur du lien de la DIFFERENCIATION des Generations au sein de la famille. Blanche Leider, Christophe Janssen. Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille? André Gide. Introduction. La séparation nécessaire au lien. Pas d'accord possible sans droit au désaccord, pas de lien solide sans penser la possibilité de la déliaison. Abel 2005/17. Ce constat, le philosophe le pose à partir de son analyse aiguisée des liens de couple contemporains. Sa thèse est la suivante: l'idée même du divorce précède nécessairement l'union librement consentie. Il va même plus loin en affirmant: on ne comprend pas le lien sans la déliaison, la possibilité de l'accord sans le désaccord. Ibidem page 37. Il apparaît assez rapidement que le propos d'Abel dépasse largement la question du couple, et plus encore du mariage. Il s'appuie notamment sur l'œuvre de John Milton, Le Paradis perdu. Il écrit à ce propos: le coup de génie de Milton, c'est justement de penser la séparation comme fondatrice. La création même est séparation et l'alliance véritable repose sur le divorce. Sans cet arrachement et cette séparation première, il n'y a pas de pacte, pas de nouvelle alliance, Ibidem page 57. En fait, cette thèse est bien connue des psychanalystes et en particulier, de ceux qui s'intéressent à l'auteur britannique Donald W. Winnicott. Winnicott, 2005,
conceptualise le lien à l'autre comme rendu possible par une séparation première. Il évoque bien sûr la première séparation mère-enfant. Pour l'auteur, si dans un premier temps la mère et l'enfant se vivent comme un, survient petit à petit un décollage, une forme de désillusion. Un écart entre la mère et l'enfant qui se distingue alors de l'autre, l'autre étant ce que Winnicott appelle la mère-environnement, c'est-à-dire du point de vue de l'enfant, le monde qui est non-moi. L'enfant se vit alors comme unifié, intégré, et cette séparation d'avec la mère le libère du commun, lui ouvrant la possibilité d'être deux. Et ce n'est qu'à cette condition de pouvoir être deux, au moins deux, qu'un lien est pensable et expérimentable. L'auteur nous invite même à penser en quoi le lien, dans sa nature même, est séparateur tout autant que liant. De la même façon, Daniel Sibony, 1991, psychanalyste et philosophe, conceptualise l'entre-deux comme point d'articulation en même temps qu'il s'insère comme écart entre deux pôles. C'est le principe du pont qui relie deux berges, mais qui, d'un autre point de vue, les tient à distance l'une de l'autre. Cette première séparation mère-enfant va permettre que s'ouvre un espace dont Winnicott, 1971, parlera en termes d'aire intermédiaire d'expérience, ni tout à fait intérieur ni tout à fait extérieur et qui vise à maintenir à la fois unies et séparées, c'est-à-dire liées, les réalités internes et externes à l'individu. Cette aire est certes un espace, mais aussi et sans doute avant tout un processus. Une tâche humaine interminable, écrira même Winnicott, 1971. Et c'est de cette première séparation qu'émergeront les fondements du lien, ce que l'auteur nommera les phénomènes transitionnels, dont le fameux objet transitionnel. Celui-ci, s'il est concret, visible, objectivable, n'en demeure pas moins essentiellement le support d'un processus de liaison-déliaison, illusion-désillusion, trouvaille-création, autant d'expressions qui tentent de rendre compte de la complexité de notre rapport au monde et donc, à l'autre dont la nature paradoxale est si difficile à mettre en mots puisque difficilement représentable, Janssen 2013a. Et pourtant, telle est bien la visée de cet article. Faire entendre au lecteur que la distance ne s'oppose pas au lien. Bien au contraire, le lien présuppose la distance. C'est en effet une forme de séparation et de mise à l'écart qui rend possible le déploiement d'un processus de liaison entre soi et le monde, entre moi et ce qui est non-moi, en ce compris l'autre. Nous montrerons, à partir d'un matériel de recherche recueilli par l'un de nous deux, différentes manières que les individus ont de trouver créer, pour introduire une certaine distance nécessaire au lien, en l'occurrence, aux liens affectifs intrafamiliaux entre un adulte quinquage ou sexagénaire et son parent vieillissant. 1. Contextualisation de la recherche. Ce matériau est récolté dans le cadre d'une thèse de doctorat en cours, intitulée « Dynamique familiale et soutien à un parent vieillissant ». Centrée sur la question du soutien offert par les enfants 50 à 65 ans, à leurs parents âgés en perte d'autonomie, 75 à 89 ans, cette recherche sociologique tente de répondre aux questions suivantes. Quel enfant offre quel soutien aux parents vieillissants lorsque celui-ci vit seul à son domicile ? À quel enfant le parent demande-t-il quel soutien ? Comment comprendre la forme prise par ces configurations d'aide ? C'est-à-dire, comment l'engagement des uns, le type de soutien offert par un enfant, module l'engagement des autres, le type de soutien offert par les autres enfants, cela en lien avec les demandes de soutien émanant du parent âgé ? Ces questionnements sont adressés à des familles, auprès desquelles sont menés des entretiens individuels avec autant que faire se peut, les différents membres des configurations filiales de soutien, le parent âgé et ses enfants. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.